Bienvenue à un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine, qui est une bénévole de l'Association québécoise de l'école à domicile, qui vient nous parler vraiment de tout ce qui est école à la maison. On a abordé vraiment dans le concret, là. Donc, si tu veux envoyer ton école, tu veux retirer ton enfant de l'école, tu veux faire l'école à la maison, par où tu commences, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi les évaluations nécessaires, est-ce qu'il y a des profils d'enfants qui sont faits vraiment plus pour l'école à la maison versus l'école traditionnelle? C'est quoi les ressources qui sont disponibles? Donc, vraiment, là, on a abordé, je pense, le sujet de A à Z. Vous allez vraiment adorer, je suis certaine. Nous, l'école à la maison, c'est un projet qu'on envisage avec Sage. Puis, autant c'est quelque chose qui m'allume, autant, comme je disais à Marine, je savais pas par où commencer. C'est sûr que là, j'ai pas nécessairement tout lu là-dessus, mais juste en 40 minutes d'épisode, on a vraiment touché à vraiment tout. J'ai déjà une meilleure idée où aller, quoi faire, quelles sont les ressources. Et cette semaine, j'enregistre aussi avec ma belle-sœur Mélissa, qui a 4 enfants. Je lui ai demandé de venir sur le podcast parce que je la trouve vraiment extraordinaire. Puis, elle fait l'école à la maison avec ses 3 enfants, 3 de ses 4 enfants, parce que l'autre est très petit. Et donc, va s'en suivre la semaine prochaine l'épisode avec Mélissa. Ne manquez pas ça. Elle va venir vraiment nous parler vraiment de son expérience à elle, comment ça fonctionne, etc. Mais aujourd'hui, avec Marine, c'est vraiment dans le concret. Quoi faire? Je pense qu'elle répond aussi à nos inquiétudes en tant que parents. C'est quoi les évaluations nécessaires? Est-ce qu'en tant que parent qui n'a pas de background en enseignement, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Donc, je pense que vous allez vraiment aimer. Je vous laisse sans plus tarder écouter l'épisode avec Marine. Bonne écoute! Bienvenue à Motherhood Unfiltered Podcast. Ici, on crée le village dont chaque maman a besoin. C'est un espace de ressources, de partage et de soutien pour la maternité et le bien-être. Rejoins la communauté où la maternité est vécue et célébrée ensemble et sans filtre. Bon épisode! Bienvenue Marine sur le podcast. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. J'aimerais ça, Marine. Aujourd'hui, tu viens nous parler de l'école à la maison, l'école à domicile. Toi, tu es bénévole pour l'Association québécoise de l'école à domicile. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Je crois que tu es maman. Tu fais l'école à la maison de mémoire aussi. Peux-tu nous parler un peu de toi? Puis après ça, on rentrera vraiment dans le vif du sujet sur c'est quoi l'école à la maison? Oui, bien sûr. Alors, oui, moi, je suis maman de 3 enfants. Donc, j'ai une fille au secondaire, un garçon au primaire et un petit en préscolaire. Donc, j'ai tous les ordres d'enseignement cette année qui n'ont jamais été à l'école, en fait, ni à l'école, ni en garderie. Donc, ça a toujours été un choix de famille, finalement, de pratiquer l'éducation en famille. Puis, rapidement, je voulais m'impliquer dans la communauté. Donc oui, je me suis impliquée auprès de l'AQED. J'ai été présidente de l'AQED pendant 5 ans. Maintenant, aujourd'hui, je suis bénévole, puis j'aide des familles à se lancer, des mamans à se lancer. J'adore. Pour quelqu'un concrètement là, qui ne sait vraiment pas, c'est quoi l'école à la maison au Québec? Est-ce que ça veut dire que c'est les parents vraiment qui enseignent tout? C'est quoi? C'est quoi l'école à domicile? En fait, c'est vraiment une option qui est légale, qui est prévue dans la loi sur l'instruction publique. Donc, dans le fond, on demande une exemption de la fréquentation scolaire. La fréquentation scolaire au Québec, elle est obligatoire entre 6 et 16 ans. Donc, pendant ces années-là, donc finalement de la première année jusqu'au secondaire 5 à peu près. Donc, en tant que parent, on dit, parfait, nous, on va prendre la responsabilité de faire l'éducation, l'instruction académique de notre enfant. Donc après, c'est encadré. Hein, il y a des étapes. Alors peut-être on pourra en parler plus en détail, mais il y a des étapes tout au long de l'année. On est encadré par un département au sein du ministère de l'Éducation. Donc on a certains objectifs en accord avec le programme québécois. Mais pour le reste, en termes d'activité, de pédagogie, alors c'est vraiment au choix de la famille, au choix du parent, souvent selon les besoins et les intérêts de l'enfant. Oui, justement, avant qu'on rentre un peu dans le quoi, quand, comment, ça ressemble à quoi une journée? Peut-être tu peux nous en donner une, vu que justement, tu as 3 enfants à la maison qui font l'école. À quoi ça ressemble une journée typique pour une famille qui fait l'école à la maison? Est-ce que ça ressemble à ce qu'ils feraient à l'école? C'est plus flexible, plus encadré? Comment tu vois ça? Oui, alors je pense qu'il y a autant de journées différentes que de familles, puis même dans notre famille, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Nous, on est une famille où on n'utilise pas forcément de cahiers et de manuels scolaires. Donc, on est plus sur l'apprentissage par projet, la littérature jeunesse, les sorties, les activités. Donc, c'est plus notre mode qui fonctionne, en fait, avec nos enfants depuis des années.
Donc finalement, chaque famille va s'organiser un petit peu comme elle le souhaite. Moi, je me donne des heures dans la journée où je vais être disponible pour accompagner mes enfants, leur proposer des activités. Donc généralement, je me donne une couple d'heures le matin, une couple d'heures l'après-midi. Mais c'est vraiment différent d'une famille à l'autre. Il y a des familles qui vont faire plus des cahiers le matin, plus des projets l'après-midi. Donc c'est vraiment chacun qui décide. J'adore. Puis, si, exemple, on y va, là, moi, je veux soit rentrer, exemple, mon enfant à 3 ans, puis dans 2 ans, je veux faire l'école à la maison, il va avoir 5 ans. C'est quoi les démarches que je dois faire si, de un, je veux rentrer mon enfant, pardon, si je veux inscrire mon enfant pour l'école à la maison, et si mon enfant est déjà à l'école, puis je fais le choix de, hey, je vais le retirer du système scolaire, puis je vais faire l'école à la maison, tu sais, les démarches sont-elles similaires? Comment ça fonctionne? Oui, c'est assez similaire. En fait, la première étape, c'est d'envoyer un avis d'intention. Donc, en fait, on va aller signifier au ministère de l'Éducation que c'est notre choix maintenant en tant que famille de faire l'éducation à la maison. Donc, c'est un document qui est très administratif, en fait, le nom de l'enfant, l'adresse, etc. Donc, en fait, ce document, on va l'envoyer donc au gouvernement, donc au ministère de l'Éducation. Si l'enfant fréquente une école, on peut l'envoyer au centre de service scolaire, puis à l'école aussi. Donc, en fait, pour les aviser qu'il n'y ait pas un enfant qui parte perdu quelque part dans la nature. Il faut savoir, en fait, on peut sortir à tout moment du système. Donc, à laquelle on voit souvent les petits pics après les vacances de Noël. Il y a des inscriptions en plus. Donc, une fois que l'enfant est sorti de l'école ou que la décision est prise, la famille va avoir 10 jours pour envoyer son avis. OK, c'est intéressant. Fait que c'est pas obligé d'être à l'entrée scolaire ou en fin d'année. En fait, c'est vraiment à tout moment dans l'année. Oui. Il y a malheureusement des fois des situations où l'enfant, l'école ne lui convient plus, où il y a eu un événement désagréable. Donc, des fois, c'est vraiment une question de support, de soutien pour l'enfant, de le sortir tout de suite, puis de finir l'année à la maison, peut-être retourner à l'école l'année prochaine ou poursuivre si l'expérience a été bonne. Oui, parce que c'est pas parce qu'on commence avec l'école à la maison qu'on peut pas aller à l'école et vice-versa. Oui, c'est ça. En fait, on peut sortir à tout moment du système. On peut y retourner aussi à tout moment. Alors, c'est sûr, il y a des petites modalités à prendre en compte. Si l'enfant était dans une école privée ou un programme contingenté, donc il y a une question de place aussi. Mais dans les écoles publiques, ils vont accepter l'enfant par rapport à son âge s'il est en obligation de fréquentation scolaire. Ah, OK, super intéressant. Puis, justement, là, je me lance dans l'école à la maison. C'est quoi les types de ressources qui existent? Est-ce que c'est avec l'association, justement, ou c'est des ressources plus au privé? Tu sais, si on parle de programmes, de plateformes, de soutien pédagogique, est-ce quelque chose qui est offert aux parents pour qu'on puisse avoir une genre d'idée où est-ce qu'on s'en va un petit peu? Alors, c'est sûr que la CAID est une bonne ressource parce que sur le site web, il y a eu un énorme travail qui a été fait pour démystifier tout ce qu'il y a à faire. Donc, j'ai parlé de l'avis d'intention, mais après, il va y avoir un projet d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on compte faire au cours de l'année? Il va y avoir un bilan de progression, etc. Donc, il y a plusieurs documents à remplir. Chaque année. Donc ça, c'est des documents qui sont expliqués, il y a des exemples, il y a des gabarits sur le site de la CAID. Donc ça, c'est une première bonne ressource parce que, évidemment, s'approprier les exigences légales, c'est essentiel. Il faut savoir ce qu'on fait. Après, en termes de ressources plus pédagogiques pour nourrir l'apprentissage, sur le site de la CAID aussi, il y a plusieurs pédagogies qui sont démystifiées. Donc, on va parler de c'est quoi la pédagogie Montessori, l'apprentissage thématique, par projet, dehors. Alors, il y a tout un tas d'approches qui sont expliquées. Je te dirais que c'est vraiment aux parents de chercher aussi un petit peu qu'est-ce qui va fitter avec son enfant. Est-ce que ça va être plus des jeux, peut-être des jeux à l'extérieur quand il est plus jeune? Est-ce que ça va être plus des projets? Est-ce que ça va être d'utiliser des documentaires? Alors, il y a vraiment toutes sortes de ressources qui peuvent venir nourrir l'apprentissage. Ce qu'il va falloir faire, ça va être de lister ces ressources-là qu'on prévoit d'utiliser. Et dans le projet d'apprentissage, pour chacune des matières, on va faire une liste des ressources puis des activités qui vont être prévues. Donc, si je comprends bien, la façon qu'on peut évaluer notre enfant, il y en a des différents. Fait que je peux dire, bon, ben moi, cette année, j'utilise l'apprentissage par projet ou j'utilise l'apprentissage, là, je me souviens plus toutes des noms, mais le parent peut choisir un de ces options-là. Oui, le parent peut vraiment choisir la pédagogie. Ce qui compte, c'est qu'il doit viser les mêmes objectifs que le programme québécois, donc que de ce qui est appliqué dans les écoles. Comme le programme québécois est fait par cycle, chaque cycle dure 2 ans. Donc, en fait, on a 2 ans à chaque fois pour atteindre les objectifs qui sont prévus dans le programme. OK. Et puis,
comment est-ce que l'association, justement, elle soutient les familles? Est-ce qu'on devient membre de l'association quand on fait l'école à la maison? Là, tu parlais un peu de ressources sur le site web. C'est quoi exactement son rôle, en fait? Oui, en fait, ça fait plusieurs années, en fait, plus de 25 ans que la CAID existe. Donc, c'est vraiment qui a vraiment pour mission de soutenir, d'outiller, de défendre les parents. Donc, ça passe par plusieurs choses. Il y a effectivement des ressources pour aider au jour le jour. Donc, trouver des pédagogies, comprendre les documents à rendre, donc ce que j'ai dit tantôt. Il va y avoir aussi toute une équipe de bénévoles à la CAID. Donc, il y a un groupe de soutien. Donc, il y a des mamans qui vont répondre par courriel, par téléphone. Donc, aux parents, souvent aux parents qui débutent ou aux parents qui ont des enjeux. Donc, comment finalement se débrouiller au début, par où je commence. Est-ce que c'est normal que peut-être mon enfant, il veut pas faire? Donc, c'est toutes ces choses-là que nos bénévoles peuvent répondre. Puis après, la CAID a aussi tout un groupe finalement de bénévoles qui sont plus sur le côté médiatique et politique, donc de discussions justement avec le gouvernement, avec les centres de services scolaires, avec la DPJ, avec les médias, etc. Okay. Donc il y a vraiment une représentation à l'échelle du Québec. Ah, c'est super intéressant. Puis je t'écoutais parler, puis une question qui m'est venue en tête. Tu disais que tu avais 3 enfants, en fait, comme dans 3 cycles différents d'école. Comment tu gères tes journées? Parce que tu sais, on dirait qu'on a tellement la préconception à l'école, on est tellement habitué de comme bon, mais on a tous nos cahiers, puis on est tous en 3e année dans la même classe. Mais là, c'est comme si tu avais une classe avec 3 années différentes, en fait. Est-ce que tu as choisi, mettons, une méthode d'apprentissage pareille pour les 3 ou c'est différent pour tes 3 enfants? Comment tu gères ça dans ta journée? Oui, c'est une bonne question. En fait, la première chose, c'est que ça évolue beaucoup. D'une année sur l'autre, ils n'ont pas les mêmes besoins. Moi, j'ai même pas la même énergie ou j'ai plus d'idées des années, moins d'autres. Donc, on y va vraiment à pas hésiter à se redéfinir, à faire évoluer ce qui fonctionne pas. Actuellement, avec ma grande au secondaire, c'est beaucoup par projet. Donc, elle a des projets, elle a des idées, des projets qu'elle va formuler elle-même. Donc, moi, je vais l'accompagner dans la création d'un projet, l'élaboration d'un projet. Puis, je vais être présente à plusieurs moments. Donc, quand il y a besoin peut-être de faire des relectures, quand elle est bloquée, puis que elle a besoin d'aide pour continuer ou trouver comment réorienter son projet. Donc là, je vais être là. Donc, je vais être plus comme dans une posture peut-être de soutien, d'accompagnatrice. Donc ça, pour le secondaire, c'est vraiment parfait parce qu'elle développe aussi tout ce qui est autonomie. Donc, c'est ça qu'on veut finalement pour nos jeunes, pour nos ados. Et c'est un petit peu différent, évidemment, pour mon garçon qui est au primaire, qui, lui, a besoin d'énormément d'accompagnement. Lui, l'autonomie, on n'est pas encore rendu là du tout. Donc, il a besoin que je sois vraiment à côté de lui. Donc, je me partage entre les deux, mais je suis beaucoup présente avec lui. Donc, c'est pareil. Ça peut être des projets, des fois, un petit peu plus clés en main. Donc, des revues qu'on va suivre. Il va y avoir des exercices. Ça peut être des livres par exemple, en mathématiques, on fait beaucoup de résolution de problèmes. Donc, je lui propose des problèmes, des énigmes, puis on va en parler. On va aller chercher quel concept mathématique on a besoin de maîtriser pour être capable de trouver la réponse. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va faire ensemble. Des fois, ma grande va se joindre, des fois, non. Moi, je suis très correcte avec ça. Et puis, mon petit, finalement, il gravite un petit peu autour de tout ça. Lui, il me demande souvent de faire de l'école du haut de ses 3 ans et demi. Donc, j'adore. Oui, j'ai des petits livres de graphisme, de découpage, des lettres. Donc, c'est assez, des fois chaotique, des fois super organisé. Et entrecoupé de ça, il y a aussi beaucoup la lecture, que moi, j'attache une grosse importance. Donc, là, les livres, les gros romans, ça, on les lit en famille. Donc, souvent, c'est moi qui lis. Puis après, on peut faire des activités autour de nos lectures. Ah, c'est une bonne idée. Est-ce que tu sens que même si le programme est le même, dans le sens que les connaissances doivent être les mêmes puis les évaluations sont les mêmes, est-ce que tu sens que tu es capable de l'appliquer plus à, entre parenthèses, la vraie vie? Je sais pas si tu comprends ma question. Dans le sens qu'il y a certaines mathématiques que finalement on se rend compte qu'on n'a jamais utilisées dans notre vie, mais est-ce que tu es capable de... Tu comprends-tu ma question? Alors, les mathématiques, c'est une bonne question parce que ça rentre très, très vite dans l'abstrait, les mathématiques. Moi, à l'inverse, j'ai continué dans le concret très longtemps. Puis par le concret, ce que je veux dire, c'est que j'ai utilisé du matériel de manipulation très longtemps, même pour faire des opérations, tu vois, addition, soustraction qui sont maîtrisées, d'avoir quand même des petits cubes à manipuler, d'en parler quand on fait une expérience scientifique, quand on fait la cuisine. Je trouvais
que ça venait vraiment renforcer les compétences, plutôt que de dire, bon, bah, c'est acquis, on passe à autre chose. Non, on continue d'y pratiquer, justement pour que ça soit bien intégré. Après, le fait d'être en quasiment 1 à 1, donc un adulte avec un enfant, on est capable aussi de vraiment individualiser l'éducation. Et si je vois que mon enfant, il a compris, bon, bah, je vais passer à autre chose, en fait. On va pas rester là-dessus. Puis à l'inverse, s'il a besoin de plus de temps, bah, je vais pouvoir soit trouver d'autres sources, soit lui permettre de prendre plus de temps. Donc ça, c'est vraiment plus ancré, comme tu dis, peut-être dans la vie quotidienne. Puis dans la vie quotidienne en général, moi, je suis tout le temps avec eux. Donc finalement, mes enfants, je les connais par cœur. Tu sais, je connais leurs défis, je connais leurs enjeux, mais je connais aussi beaucoup leurs forces, je connais leurs intérêts. Donc je me sers de ça. La petite différence que j'aime bien mentionner, c'est le rythme. Moi, j'ai une grande fille qui devient ado. C'est sûr que le matin, c'est difficile. Là, elle n'est pas, pas là. Donc, d'adapter les horaires. Souvent, elle retravaille après le souper. Ah, OK. Donc, et le matin, c'est plus relax. Donc, ça va peut-être être juste de la lecture, pratiquer la musique. Alors, des choses qui peut-être demandent moins de grosse concentration, de grosse attention. Puis plus tard, quand elle va être dans la journée, en fait, plus tard, quand elle va être vraiment présente, avec tout son cerveau allumé, là, on va pouvoir faire des choses qui nécessitent un peu plus d'engagement. Donc, c'est vraiment la façon dont je le vois. Et après, comme on part beaucoup de leurs intérêts, bah, c'est ancré dans la vie quotidienne. C'est un film qu'on va écouter le soir va être en rapport avec un livre qu'on a lu ou avec la période d'histoire sur laquelle on est en train de se pencher. Donc, tout est interrelié finalement. Tellement. Puis, est-ce qu'il y a des idées, des fois, préconçues que tu entends sur l'école à la maison ou que tu vois passer puis que tu pourrais nous aider à déconstruire? C'est comme un genre de mythe là, sur l'école à la maison. Il y a toujours des préjugés. Je te dirais que le plus gros préjugé, c'est pas mal sur la socialisation. Oui, comme la garderie, ça, en fait. Voilà. Que nos enfants seront peut-être pas très sociables, qu'ils auront pas d'amis et tout. Ça, c'est quand même un peu un non-problème pour nous parce que on est quand même chanceux au Québec. Il y a quand même beaucoup de familles. Tu sais, quand on connaît puis qu'on est impliqué dans les réseaux, il y a quand même beaucoup de familles finalement qui font l'éducation à la maison. Donc, il faut vraiment rejoindre un réseau, s'informer de ce qui se fait autour de nous. Moi, je l'ai fait. Et vraiment, on manque pas du tout de socialisation. En fait, il y a même des semaines où on se dit, bon, on aimerait ça rester un petit peu plus chez nous, en fait. Parce que souvent, tu as quasiment plus d'opportunités de faire des sorties ou de voir d'autres personnes. Fait oui, puis les sorties, c'est vraiment... c'est sans fin, en fait. Alors, on forme à plusieurs familles, on forme des groupes scolaires, donc on va aux sorties scolaires dans les musées, aux spectacles scolaires au théâtre, on fait venir des animateurs. Moi, par exemple, je fais partie d'une coopérative d'école-maison, donc on est 25 familles, et on se rencontre une journée à chaque 2 semaines. On a une 50aine d'enfants. Donc, c'est ça, c'est pas le souci. Le côté de l'isolement, il peut être présent, mais c'est pas une majorité. Oui, je comprends. Est-ce que tes enfants, des fois, te demandent d'aller à l'école ou au contraire sont très contents de ces choix-là ou... C'est quand même des discussions qu'on a chaque année. Tu sais, avez-vous le goût d'essayer? La réponse est non, jusque-là. Beaucoup de leurs amis font l'école à la maison. À l'exception des voisins dans le quartier, tout ça autour de nous. Donc, c'est beaucoup leur réalité. Ils mesurent quand même assez bien leurs chances dans le sens où ils peuvent faire plus de sport, de cours de sport. Le rythme est plus relax. On peut partir en vacances en dehors des congés scolaires. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages. Et en grandissant, je pense qu'ils mesurent de plus en plus cette possibilité-là. Donc, non, pour l'instant, ça n'a jamais été une demande. Une demande. Puis, il y a beaucoup de parents, je pense, qui ont peur de ne pas être à la hauteur. Par exemple, qui n'ont pas de background en enseignement ou qui sont peut-être pas certains d'être capables de le faire. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Déjà, il n'y a pas de diplôme nécessaire, il n'y a pas de qualification demandée dans la loi. Donc, vraiment, n'importe quel parent peut prendre cette décision-là. Je te dirais que généralement, le premier enjeu, c'est les fameux documents à remplir pour le ministère. Parce que, évidemment, c'est des documents qui vont utiliser un vocabulaire un peu plus scolaire.
Par contre, il y a quand même énormément de ressources pour naviguer tout ça. Il y a beaucoup de parents qui sont prêts à aider, prêts à montrer leurs documents pour montrer comment ils ont compris, qu'est-ce qui a fonctionné, etc. Un des éléments que je trouve essentiel, par contre, c'est vraiment la volonté du parent. Il faut quand même avoir cette volonté de s'engager, de réfléchir à quels sont les impacts pour sa famille. Est-ce qu'il y a un parent qui va moins travailler, par exemple? Comment va être l'organisation, etc. Donc, il y a probablement des ajustements à faire. Et je pense qu'il faut aussi relaxer, vraiment beaucoup. Ça prend surtout quand ton enfant, en fait, a été à l'école, on dit que ça prend une phase de déscolarisation. Donc, même nous, en tant que parents qui avons très probablement fréquenté l'école, on a toutes ces notions-là, que c'est à l'école qu'on apprend ça, qu'il faut faire de telle façon, etc. Il faut évoluer, en fait, de ça. L'apprentissage, finalement, il se produit partout et tout le temps. Donc, en tant que parent, c'est aussi d'apprendre à le reconnaître et ensuite à, entre guillemets, traduire ça en vocabulaire académique pour faire état des apprentissages de l'enfant. Mais une information mettons, très concrète, si avec un enfant au primaire, on veut faire exactement ce qui est fait à l'école, en termes de contenu, que ça soit dans des cahiers, dans des manuels. Le fait d'être en ratio très faible adulte-enfant, pour une journée complète d'école, à la maison, on va avoir besoin de maximum 2 heures dans la journée. Donc, ça laisse du temps pour expérimenter autre chose, pour se tromper, pour apprendre à se connaître. Quand on a un enfant qui va à la garderie ou qui va à l'école, alors tout d'un coup, de se retrouver finalement 100% du temps avec nos enfants, il y a aussi tout un apprentissage du vivre ensemble qui va être nécessaire. Donc, au départ, c'est plutôt ça, en fait, qu'on recommande aux parents. C'est comme réapprenez à vous connaître, à vivre ensemble. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous aimez faire? Puis le côté académique, oui, va embarquer, il n'y a pas de souci. Mais la priorité est surtout de vivre ensemble pour l'instant. Ben oui, tellement. Oui, on réalise finalement qu'on peut, justement, en étant un adulte pour un enfant, on peut aller beaucoup plus rapidement. Clairement, on respecte le rythme de l'enfant, mais on est capable, il y a moins de discipline, il y a moins de in and out, de toilettes, etc., de temps mort. Il y a beaucoup de pauses toilettes. Mais... Oui, bien entendu, mais je veux dire, on peut aller un petit peu plus rapidement que s'il y a un professeur pour 20 enfants, par exemple. C'est ça, oui. Comment tu fais pour garder tes enfants motivés? Exemple, qu'eux autres, ils adorent le français, les mathématiques, mais les sciences, c'est plus difficile. Tu sais, des fois, on dirait qu'en tant que parents, ils nous connaissent tellement puis ils ont comme plus de gêne avec nous. Tu sais, si c'est un professeur qui l'enseigne, je pense qu'ils vont peut-être être un peu plus, pas dire disciplinés, mais peut-être plus... je suis obligée de le faire, mais tu sais, quand c'est le parent, est-ce que tu sens qu'il y a des fois un petit manque de motivation sur certaines matières? Oui, clairement. Oui. Chez nous, ça a été le français est un enjeu. Moi, j'ai ma grande qui est dysorthographique. Donc, il y a des enjeux, vraiment des troubles d'apprentissage reconnus puis diagnostiqués. Donc, c'est sûr que j'ai eu de la réticence, j'ai eu de l'opposition pour le français. Moi, ma stratégie n'a pas été d'y aller me battre avec elle, en fait. Mais à l'inverse, plutôt de la soutenir. Donc, j'ai beaucoup soutenu dans ce qu'elle aimait faire. J'ai beaucoup soutenu dans ce qu'elle allait naturellement faire. Puis la dysorthographie, pour reprendre l'exemple, on parle vraiment de l'écriture, la compétence d'écriture. Mais la compétence en lecture, par exemple, était très bonne. Donc, je suis beaucoup allée à l'encourager à continuer à lire beaucoup. Et j'ai intégré l'écriture de différentes manières. Donc, j'ai découpé, par exemple, l'écriture en plein de petits bouts. Donc, on a commencé par travailler juste la calligraphie. Donc, pendant... des mois, en fait, je lui faisais copier des poésies 10 minutes par jour. Donc, ce que je voulais, c'était qu'elle muscle son poignet. Ce que je voulais, c'était qu'elle s'habitue à écrire. Parce que déjà, une fois que le geste physique allait être acquis, oui, on avait encore tout l'enjeu de l'orthographe, de la grammaire, etc. Mais petit à petit, on enlevait, en fait, une couche de difficulté. Ouais. Après, ça a été d'utiliser rapidement les outils technologiques et de proposer des projets d'écriture, en fait, qu'elle choisissait. Donc, d'écrire un article pour un journal avec d'autres enfants. Elle a écrit des chroniques qui ont été passées à la radio, par exemple. Donc, elle a dû écrire, enregistrer, etc.
Donc, ça a été vraiment d'apprivoiser l'écriture, qui était un enjeu qui était difficile d'une manière différente, sachant qu'on parle là de compétences. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit compétente et confiante pour écrire. C'est sûr que si elle ne sait pas ce que c'est qu'un homophone, bon, elle sera toujours capable d'écrire. Si elle a besoin de le savoir à un moment, à ce moment-là, on va aller apprendre qu'est-ce que c'est qu'un homophone. Mais je voulais justement garder cet intérêt, et comme tu dis, cette motivation pour l'activité. Tellement, c'est fait que déconstruire, c'est vraiment une bonne idée. J'aime ça, même pour nous, des fois, quand on comprend pas le sujet, de juste comme prendre du recul puis de le déconstruire, ça nous permet de mieux l'assimiler. Comment est-ce que les parents, normalement, s'organisent pour gérer l'enseignement, la vie de famille, des fois leur travail? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible si, là, tu parlais peut-être un des parents travaille moins? Clairement, si les deux parents travaillent à temps plein, c'est peut-être un peu plus difficile. Comment tu vois ça dans les familles avec lesquelles tu travailles? Alors, toutes les familles ont une façon de s'organiser qui est vraiment très personnelle. Nous, on a une configuration un peu plus classique où c'est plus mon conjoint qui va travailler à temps plein. Moi, je vais travailler un petit peu à temps partiel, plus de soir ou de fin de semaine, par exemple. Puis le reste du temps, c'est moi qui vais être la principale responsable de l'éducation à la maison. J'ai vu des exemples de parents, par exemple, saisonniers, qui travaillaient plus en hiver, l'autre qui travaillait plus en été, qui s'échangeaient. Dans la construction, etc. Ouais, OK. Par exemple. J'ai vu des mamans, par exemple, qui avaient une garderie à la maison. Donc, pendant le temps calme de l'après-midi, c'est là où elles ont profité pour faire des activités un peu plus académiques. J'ai vu des parents entrepreneurs. J'ai vu toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment une question de repenser un petit peu le côté de job, de 9 à 5. C'est comment on peut faire différemment. Évidemment, il y a très vite sous-jacent le côté financier. Donc, c'est de voir est-ce que c'est qu'une seule voiture? Est-ce que c'est moins de vacances? Donc, de quel compromis, en fait, on est amené à faire en tant que famille. Il y a aussi plusieurs ressources qu'on peut utiliser. Dans le fond, il y a des centres d'apprentissage où l'enfant peut aller sans les parents, donc peut-être 1 ou 2 journées par semaine, par exemple, pour que le parent fasse beaucoup d'heures ces journées-là. Moi, j'ai utilisé beaucoup de stratégies. Moi, j'avais eu à un moment une personne qui venait chez moi 1 journée par semaine pour s'occuper des enfants. Donc, elle leur faisait faire des petites activités et tout, pendant que c'est moi, en fait, qui quittais pour travailler. J'ai fait de l'échange avec d'autres familles. Donc, avec 3 familles. Donc, 1 journée par semaine, j'avais tous les enfants, puis on changeait à chaque semaine. Donc, dans le mois, j'avais peut-être 2-3 journées, en fait, de répit. Il y a eu, c'est ça, il y a beaucoup de possibilités. Il existe aussi maintenant, un petit peu plus depuis la pandémie, des compagnies qui offrent de l'apprentissage en ligne, par exemple, donc qui vont s'occuper un petit peu plus du côté académique. Donc, que ça soit sous forme de cours en ligne, de tutorat. Des fois, ça peut être aussi des compagnies, en fait, qui vont fournir un programme clé en main. Donc, le parent a moins le temps ou de préparer quelque chose. Bon, il va y avoir avec du clé en main. Donc, ça peut être aussi une opportunité. Puis, le parent va appliquer finalement ce qui lui est proposé avec ses enfants, mais sans avoir peut-être une grosse phase de recherche ou de préparation. Parce que moi, j'ai mes 2 belles-sœurs qui ont fait l'école à la maison, puis il y en a qui le font encore. Je pense qu'elle me parlait de l'école d'Amélie. Ça se peut-tu qu'il y avait différents programmes, différentes ressources, en fait, dessus, disponibles pour les parents qui étaient bien aussi. Oui, l'école de Madame Amélie, il y a un paquet d'idées, la 2e classe, succès scolaire. Il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Après, il y a aussi la possibilité d'acheter des curriculums tout faits. Donc, en fait, c'est comme acheter... Ça sort un petit peu du type cahier manuel, mais c'est quand même du clé en main. Donc, ça peut être sur une matière ou plusieurs matières. Donc, après, c'est de faire ça avec les enfants, finalement. Ben oui. Puis je pense que c'est bien pour un parent peut-être qui se sent un peu moins confiant pour commencer, de savoir un peu, bon, mais je sais, je m'en vais dans quelle direction, puis c'est déjà mis au clair pour... Oui, c'est ça. Ça donne une espèce de visée. OK, c'est ça qu'on fait. Puis après, ça permet de réajuster. OK, ça a fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Peut-être on le garde juste pour les mathématiques. C'est assez fréquent, en fait. Je te dirais que pour les mathématiques, il y a un support un petit peu plus formel. C'est vrai que pour sciences ou univers social, alors dans les sorties, les musées, avec la littérature, on est quand même capable de couvrir une grosse partie du contenu. Donc, ça peut être vraiment différent d'une matière à l'autre. Oui, effectivement. Puis, c'est quoi
je vais pas dire les pressions, mais l'évaluation en termes là, pour le ministère, les suivis réguliers, comment ça fonctionne au fil des années? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison évaluer les enfants? Est-ce que les enfants doivent faire certains examens à l'école? Comment ça fonctionne? Mais en fait, si je reprends toute l'année, là, la routine annuelle, donc on va avoir l'avis d'intention au début de l'année, on va avoir ensuite le projet d'apprentissage, où on va aller lister, en fait, finalement, quelle est notre intention, qu'est-ce qu'on a prévu de faire. Ensuite, à la moitié de l'année, on va avoir un premier bilan de compétences. Donc, on va faire une espèce de rapport d'observation. C'est par exemple, au début de l'année, mon enfant lisait des courts textes. Aujourd'hui, il est rendu à lire des romans mini-lecteurs, par exemple. Okay. Donc, on démontre qu'il y a une progression. On va aussi avoir un rapport, un état de situation. Donc, par rapport à mon projet d'apprentissage du début de l'année, qu'est-ce qu'on a fait réellement? Des fois, au début de l'année, on a listé tout un thème en rapport avec les trains. Puis d'un coup, notre enfant, il aime plus les trains, il aime les volcans. Bon, on a changé. Donc, c'est ça. Donc, on fait un espèce d'état de situation. Puis à la fin de l'année, donc au cours du mois de juin, on va avoir un deuxième bilan de compétences. Donc, finalement, comment les compétences ont évolué sur la deuxième partie de l'année. Puis, on va avoir une étape d'évaluation. Donc, l'étape d'évaluation, le parent peut choisir. Donc, il peut choisir d'embaucher un professeur qui va venir à la maison, qui va faire une évaluation sur les enfants et qui va ensuite faire un rapport que le parent va envoyer au ministère. Okay. Le parent peut aussi rassembler les travaux de l'année, faire un portfolio, une espèce de présentation de ce qui a été fait et l'envoyer au ministère. À ce moment-là, c'est le chargé de suivi qui va attester de la conformité. Il peut aussi y avoir des évaluations qui sont faites par les écoles privées. C'est pas très populaire comme option, mais c'est quand même possible. Les années où il y a des examens ministériels, alors là, l'enfant est dû de passer des examens ministériels. Donc ça va être 4e année, 6e année, secondaire 2, puis fin de secondaire pour le diplôme. Donc l'enfant doit se présenter à l'école pour Oui, alors en fait, ça dépend localement. Par exemple, moi, dans ma région, en Estrie, on a beaucoup d'enfants. Donc, par exemple, quand ma fille avait fait les examens de 6e année, il y avait une vingtaine d'enfants d'école maison. Donc, finalement, ils avaient loué une salle au CSS, puis les examens ont été administrés toute la semaine par un conseiller pédagogique. Oh, OK. Donc, là, ils étaient en groupe, avec ses amis. Donc, finalement, ça a quand même bien été. Puis au cours de l'année, oui, il y a une visite, une rencontre annuelle avec le chargé de suivi du ministère. Donc ça, c'est en ligne ou en présentiel avec l'enfant et le parent. Donc là, l'intention, c'est vraiment de regarder comment ça se passe à la maison. Est-ce que le projet d'apprentissage, comment ça se passe en fait, l'application du projet d'apprentissage. Donc on rencontre cette personne-là une fois par an. C'est bien, on dirait on avait l'impression que l'école à la maison, c'était un peu t'es laissé à toi-même, mais dans le fond, c'est très structuré, étant donné que c'est quand même une voie légale du gouvernement. Je pense que ça n'a pas le choix d'être bien encadré. Fait que je pense qu'un parent qui n'est pas certain, au moins, il va être sûr que j'ai un certain encadrement, puis mon élève va quand même être évalué, tu sais. Oui, c'est ça. À la fin de l'année, il n'y a pas de notes, à part en examen. Donc, après, le parent peut mettre des notes à son enfant, c'est vraiment son choix. Mais c'est vraiment plutôt des rapports qui vont être qualitatifs sur le développement des compétences, ce qui a été acquis, en fait, au cours de l'année. Si, exemple, l'enfant fait son primaire à la maison, puis qu'au secondaire, les parents désirent l'envoyer à l'école, comment les écoles secondaires, ou s'ils vont au privé ou dans un programme spécial, s'il n'y a pas de notes au primaire ou à l'école à la maison, comment ils font pour se fier sur le niveau de l'élève, si je peux dire. J'aime pas dire ça, là, mais... Alors, ça dépend un petit peu des programmes. Ça va dépendre des écoles privées. Si c'est un choix de la famille, un choix du jeune, vraiment, mon conseil, c'est de suffisamment tôt, des fois même à partir de la fin de la 5e année, juste de s'informer de quel va être le processus d'admission. Souvent, le portfolio va être considéré parce que c'est une belle porte ouverte, finalement, sur ce qui a été fait à la maison. Il va y avoir les notes de l'examen de 6e année. Il peut y avoir du ministère. Il peut y avoir les rapports du professeur les années précédentes. Puis, il y a des écoles qui vont demander peut-être de faire une autre évaluation, de faire une entrevue avec un conseiller de l'école, ou une entrevue. Donc, il peut y avoir des demandes particulières. Donc, c'est pas impossible. C'est juste que des fois, c'est particulier. Fait qu'on est mieux de s'informer suffisamment à l'avance pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires. Je comprends. Puis, peut-être qu'on peut terminer. J'ai eu des questions sur Instagram qu'on pourra lire après, mais
dans ton cas, toi, qu'est-ce que tu observes chez les familles qui choisissent cette voie, là, l'école à la maison? Est-ce que tu vois des bienfaits, peut-être la relation par-enfant ou sur le rythme familial? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais ajouter sur ça? Oui, j'ai envie de te dire toutes ces réponses. Oui. C'est sûr que le rythme est vraiment différent. Ça, c'est très appréciable. Tu sais, moi, le matin, être en train de préparer le déjeuner, puis voir l'autobus qui passe alors qu'il fait moins 25, je suis comme, ouf, quel beau choix. Donc, c'est sûr qu'en termes de rythme, en termes de laisser du temps aux enfants, de nous laisser du temps ensemble aussi, pour justement avoir ce projet familial, vouloir construire des liens familiaux plus forts, que ça soit en fait entre moi et mes enfants, moi puis mon conjoint et mes enfants, mais que ça soit aussi entre mes enfants eux-mêmes. Parce que s'ils allaient à l'école, ils se verraient pas non plus de toute la journée. Alors que là, ils ont quand même l'opportunité de faire des projets ensemble, de partager des activités ensemble. Donc ça, c'est vraiment le côté familial que moi, j'apprécie beaucoup, puis qui est souvent vraiment rapporté de la part des familles. L'autre chose aussi, c'est vraiment le respect de l'enfant. Tu sais, moi, j'ai parlé, par exemple, d'un de mes enfants qui a des troubles d'apprentissage. Ça, aujourd'hui, on sait que, bon, les ressources dans le système sont des fois un petit peu aléatoires. Bon, il n'y a pas toujours, évidemment, tout ce qu'on aimerait recevoir. À l'école à la maison, on est quand même capable d'offrir beaucoup plus. Rien que le fait de pouvoir individualiser, de laisser plus de temps, de pouvoir faire du 1 à 1, c'est sûr que ça vient soutenir, même dans le cas de troubles d'apprentissage. Donc, en termes de l'éducation, moi, je trouve que ça a été très bénéfique pour ma famille, ça l'est toujours, évidemment, parce que je vois leur progression, puis je vois aussi tout ce qui est différent des maths, français, anglais, histoire, mais tout ce qui est compétences plus transversales en termes de communication, de collaboration, de confiance en soi, d'autonomie. Donc tout ça, je le vois quand même progresser vraiment beaucoup. Et puis, c'est ça, je te dirais vraiment le respect de la famille, le respect de l'enfant, la possibilité de faire différemment aussi. Qui malheureusement, malgré toute la bonne volonté d'un professeur, c'est difficile de s'adapter à 25 élèves. Donc ça, nous, c'est des choses qu'on peut faire à la maison. Le stress aussi sur les enfants, de se lever à une certaine heure, de déjeuner, de partir, de revenir les devoirs, etc. Je pense que ça met aussi moins, comme tu dis, un peu moins de pression sur tout le rythme. À l'adolescence, nous, c'est ce qu'on vit en ce moment. Le changement de rythme, le changement d'envie, de besoin. On est capable de la soutenir, en fait, là-dedans. Tellement. Je vais terminer avec les 2 petites questions. Je pense qu'on avait 2-3 questions sur Instagram que je vais te poser. Celle-là, c'est Sage, ma fille, fais-tu l'école à la maison? Elle est rendue à quel âge? Juste pour répondre, elle a 3 ans. Faut qu'on n'est pas rendu là, mais oui, lorsqu'elle aura 5 ans, le but, c'est de commencer l'école à la maison. Donc, ça ici. Alors, à 5 ans, il n'y a pas d'obligation de fréquentation scolaire. Ben, en fait, là, je veux dire, la maternelle, on verra, là, mais 6 ans, là, comme tu disais, là, je pense de 6 à 16 ans. La maternelle à la maison, il n'y a pas de compte à rendre, fait que c'est juste comme, amusez-vous. Fait qu'il n'y a pas d'évaluation à mi-parcours, de projet. OK, fait que c'est vraiment à la liberté. C'est quand l'enfant a 6 ans au 1er juillet. OK. Donc, ça dépend en plus à quel moment dans l'année. Oui, il est 6 ans. Ouais. OK, parfait, c'est bon à savoir. Des arguments pour convaincre le conjoint des bienfaits, même si on n'est pas enseignante. Donc, je pense qu'elle, peut-être qu'elle veut faire l'école à la maison, mais son conjoint est plus comme peut-être dans le traditionnel, qu'elle n'est pas enseignante, etc. C'est beaucoup la question que je reçois souvent. Oh oui, hein? Ouais. Parce que c'est très différent, c'est marginal. Donc oui, ça sort de la norme. Donc ça peut créer de l'anxiété. Puis, pourquoi on ferait ça? Il y a des livres, il y a des films. Le film notamment Être et devenir, qui commence à être assez ancien, mais qui est vraiment très très beau, il donne beaucoup d'espoir. Il y a des livres d'adultes qui sont, je pense, listés sur le site de la CAID, qui ont vécu ça, donc qui ont ensuite raconté leur expérience, donc qui montrent la différence. Des fois, ce que je réponds aussi, ça peut être juste d'essayer, en fait. Si finalement ça fonctionne pas, il n'y a pas de... Tu sais, l'enfant, il prend pas du retard. L'enfant, il va à son rythme. Donc, il va réintégrer, si c'est le choix de la famille, tu sais, il va réintégrer l'école, puis ça va se replacer, puis il n'y a vraiment pas d'enjeu là. Il y a des événements comme le congrès de la CAID en septembre, qui peut aussi être une belle façon de s'informer. Donc ça, c'est en présentiel, puis ça permet de rencontrer d'autres familles. Il y a des conférences, il y a des exposants.
Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des sommets de conférences en ligne. Moi, j'organise un sommet de conférences en ligne, donc je sais de quoi je parle, mais qui est vraiment aussi à l'intention des parents qui se questionnent ou qui débutent. Donc c'est de voir un petit peu tout ce qui est possible, c'est un petit peu d'élargir les possibles et de voir ça comme soit une expérience qui possiblement peut être temporaire, soit comme un espèce d'essai, puis de voir si c'est un bon fit pour la famille. Mais encore une fois, mon conseil, c'est comme essayer, relaxer, puis tu sais, au pire, vous changez d'avis, puis c'est pas grave. Tu sais, un enfant pourrait aller dans une école, l'école convient pas, on change d'école ou la famille déménage. Bon, c'est pas du tout la fin du monde. Donc, ça peut être la même chose ici aussi. Quand on parle des fois de maternelle, comme tu disais, 5 ans, il y a pas de compte à rendre. Donc, c'est aussi le moment d'expérimenter. Est-ce que mon enfant, il veut beaucoup lire? Est-ce qu'il a besoin de plus jouer dehors? Alors, c'est aussi de se recentrer sur l'enfant. Les enfants, des fois, qui sont nés entre juin jusqu'en septembre, c'est les bébés dans les classes. Fait que des fois, à 5 ans, la maternelle, ou même en première année à 6 ans, c'est les bébés de la classe. Fait que des fois, ils sont juste pas prêts, pas assez matures pour rester assis plus longtemps. Donc, c'est ça. Puis peut-être la dernière chose que j'ajouterais, dans chacune des régions, donc la CAID a une représentante régionale, donc qui est un petit peu au courant de ce qui se passe dans la région, qui peut orienter. Donc, des fois, c'est une bonne idée de contacter cette personne. Très souvent, souvent en début d'année, il y a le courant du mois de septembre, il y a des pique-niques de non-rentrée. Donc là, généralement, c'est des gros rassemblements. Et des fois, c'est bien d'aller juste voir, sentir l'ambiance, voir d'autres familles, comment ça se passe, avoir un début de réseau aussi qui peut aider beaucoup. Donc, c'est mettre un petit pied, un petit orteil dedans pour voir prendre la température. Ça me fait penser que quand tu disais les bébés de la classe, etc., une question que j'ai oublié de te poser, est-ce que tu dirais qu'il y a certains profils d'enfants qui sont mieux pour l'école à la maison versus l'école traditionnelle ou au contraire, étant donné qu'on a tellement différentes façons d'évaluer, ça peut vraiment convenir à tous? Moi, je pense que ça peut convenir à tous. Je pense que ça peut être particulièrement bénéfique pour les enfants qui sont neurodivergents. Parce que justement, le processus d'apprentissage n'est pas forcément le même. Il peut y avoir des intérêts très, très poussés. Il peut y avoir des matières où l'enfant va avoir beaucoup de facilité. Puis à l'inverse, dans d'autres matières, des enjeux, puis de la difficulté à s'engager. Donc ça nous permet de réorganiser l'apprentissage autour de ce qui fonctionne. Après, comme je disais, ça prend peu d'heures concrètement pour faire la même chose qu'à l'école. Donc, ça laisse aussi le temps d'explorer d'autres choses. Donc, d'explorer d'autres sports, d'explorer d'autres passions, je sais pas, comme un ado libérer de l'énergie, créer une petite compagnie. Alors, en tout cas, il y a beaucoup de possibilités. Il y a tellement d'options autres que, justement, je trouve on sort un peu de l'école sans outils pour la vraie vie. Là, on a de la misère à remplir nos impôts. Puis tout ça. C'est comme tellement des affaires que je pense, au contraire, clairement, tu ne montres pas ça à un élève de deuxième année, mais je veux dire, c'est des affaires que tu peux penser au-delà puis avoir le temps de montrer à ton enfant, je pense. Là, oui. Puis je pense que moi je n'hésite pas à impliquer mes enfants. Alors, pas pour faire mes impôts, évidemment, mais... Non. on a beaucoup impliqué nos enfants. Nous, on a fait construire une maison. En tout cas, on était en autoconstruction. Mes enfants ont participé. Donc, ils ont observé les plans avec nous. Ils ont donné leur avis. Quand il fallait scotcher 14 000 affaires, ils sont venus aider. Donc, il y a aussi tout ce côté d'être inclus et pas d'être dans un milieu annexe, finalement. Tellement. On peut terminer. Il y avait une dernière question. Quelles sont nos obligations envers notre tuteur? Certains plus sévères que d'autres. Je ne sais pas de quoi exactement. C'est-tu le tuteur qui vient à la maison? Est-ce que toi, tu as senti ça, qu'il y avait peut-être des tuteurs un petit peu plus sévères? Oui, les chargés de suivi. Que je cherchais. C'est sûr que oui, des fois, il y a des frictions. Faut quand même pas oublier que c'est des humains qui parlent à des humains. Hein, donc, il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a certaines des personnes qui travaillent au ministère qui sont évidemment des anciens profs. Alors, des fois, ils ont une vision plus scolaire de ce que ça devrait être. Donc, à ce moment-là, une famille qui, pour le coup, serait vraiment très informelle dans les projets et tout, il peut y avoir des fois un terrain d'incompréhension. Laquelle peut être d'assistance avec ça. Donc, il peut y avoir un bénévole présent lors de la rencontre, par exemple. Donc, on offre évidemment du soutien.
Après, généralement, avec de la communication, on est capable de résoudre les choses. Sinon, il peut aussi, de la part du parent, en fait, ça va être de vraiment travailler à transférer, traduire en vocabulaire scolaire ce qui est fait à la maison pour que cette personne-là puisse avoir ses propres repères, puis pouvoir cocher les cases qu'elle est supposée cocher. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une disparité d'un chargé de suivi à l'autre, puis c'est assez logique en fait. Comme dans peu importe l'entreprise, en fait. Comme dans tout. Ouais. Comme dans tout. Si ça peut rassurer quelques-uns, moi, ceux que je connais qui font l'école à la maison ont toujours eu une super expérience sur ça. Peut-être que là, ça donne que cette personne a eu peut-être une moins belle expérience, mais c'est bien qu'on soit au courant que ça peut arriver. Puis ça reste un département ministériel, donc il y a des changements de poste. Quand c'est une nouvelle personne, faut apprendre à se connaître. C'est pas la même situation que nous, par exemple, on a la même personne depuis le début. Donc finalement, mes enfants, elle les connaît en fait. Elle a suivi leur projet d'année en année. Donc on a été quand même chanceux dans ce contexte-là, parce que c'est pas le cas, parce qu'il y a des personnes qui partent, il y a des personnes qui changent de région et tout. Donc oui, des fois, il y a des contextes qui sont un petit peu plus difficiles. Après, c'est un chargé de suivi du gouvernement. C'est pas supposé être notre ami non plus. Bien entendu. Hey, merci beaucoup, Marine, d'avoir partagé tes connaissances. Honnêtement, on a tellement rentré de contenu, je trouve, en 45 minutes. Merci beaucoup pour ton temps. Clairement, en tout cas, pour moi, ça m'a vraiment éclairé sur tout plein de sujets, tout plein de... C'est vraiment un projet qui me parle, fait que je pense que ça l'aide à la base, mais c'est juste venu renforcer, je pense, ce désir-là de faire l'école à la maison. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Avec plaisir. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Si vous avez apprécié notre moment ensemble, n'hésitez pas à aller laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!